Madame, Monsieur, bonsoir, ravi d'être en votre compagnie en cette nouvelle émission de direct de ce mercredi, le 4 mars 2026. À la une de cette soirée, bien évidemment, on va parler de cette guerre qui a éclaté au Proche-Orient. On va s'intéresser sur le plan économique plus particulièrement. On a beaucoup parlé politique, mais effectivement le côté économique est tout aussi important, voire même beaucoup plus important. C'est ce que nous verrons dans quelques instants. Mais tout de suite, laissez-moi vous faire un petit point sur l'actualité locale. On va commencer avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est réuni mercredi avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, ainsi que le ministre de l'électricité et des énergies renouvelables, Mahmoud Asmat, et le ministre du pétrole et des ressources minérales, Karim Badawi. La réunion a été centrée sur l'examen des derniers développements concernant les excédents d'énergie renouvelable et de produits pétroliers, ainsi que le plan d'action, les scénarios et les différentes alternatives envisagées dans les secteurs de l'électricité et du pétrole. La réunion a également porté sur l'examen des mesures visant à assurer un approvisionnement équivalent en combustible et à garantir la stabilité et la continuité de la production de l'électricité. La réunion a aussi porté sur la coordination entre les organes concernés de l'État afin de sécuriser l'approvisionnement en électricité et de garantir la durabilité et la stabilité du courant électrique. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Badr Abdelghati, a intensifié ses contacts dans la région avec les pays occidentaux, amis et partenaires dans le cadre du suivi des répercussions de l'escalade militaire secouant la région. L'objectif des contacts est de mettre l'accent sur la sécurité et la stabilité en Égypte, de souligner l'absence de la nécessité de modifier les recommandations de voyage pour l'Égypte, compte tenu que l'Égypte est une plaque tournante pour l'évacuation des étrangers de la région en cas de besoin, vu la pleine capacité opérationnelle des constitutions ou des institutions de l'État. Ces contacts ont permis à plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada, mais aussi l'Irlande, de maintenir leurs recommandations de voyage pour l'Égypte. Toujours concernant la diplomatie, le ministre Badr Abdelghati a reçu un appel téléphonique de son homologue irlandaise du commerce et de la défense. L'appel a porté sur l'escalade militaire secouant la région et sur ses répercussions sur sa stabilité et la sécurité. Au cours du contact, le chef de la diplomatie a insisté sur la nécessité de respecter la souveraineté des États et le principe de bon voisinage et a rejeté catégoriquement toute atteinte à la sécurité et à la souveraineté des États arabes frères. Alors de son côté, la ministre irlandaise a salué les efforts constants de l'Égypte pour soutenir la sécurité et la stabilité dans la région. Les deux ministres se sont mis d'accord sur l'importance de soutenir tous les efforts visant à apaiser les tensions dans la région. Allez, une courte pause et on se retrouve tout de suite après avec mon invité pour parler de choses beaucoup plus sérieuses concernant la situation régionale. C'est dans quelques instants. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ravi de vous retrouver donc pour cette édition de Direct. Comme je vous le disais, aujourd'hui nous allons parler de la guerre qui a éclaté au Proche-Orient, qui a pris une ampleur, une autre dimension. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur notre plateau l'ingénieur Nagui Victor, expert en économie. Bonjour, ravi de vous accueillir sur notre plateau. Bonjour madame. Bonjour à vous. Alors, après des années de guerre de l'ombre, les États-Unis et Israël ont frappé en plein cœur de Téhéran. D'un point de vue économique, ce qui s'est passé, s'agit-il d'une stratégie de décapitation du régime ou d'une paralysie économique mondiale? Oui, c'est drôle. Ce qui s'est passé, c'est drôle, puisqu'il y avait des négociations à Genève, et ils ont même annoncé qu'il y a eu une percée dans ces négociations. Pour la première fois, Téhéran avait accepté de ne pas garder chez elle l'uranium enrichi, et que les 300 ou les 400 kg soient transportés ailleurs. Et après cette percée, on se rend compte de la frappe américo-israélienne. Je comprends qu'Israël tape sur l'Iran, parce que Israël a toujours peur de l'Iran. Et Israël ne veut pas qu'il y ait dans la région un pays qui ose espérer d'avoir l'arme nucléaire ou des missiles assez forts, sophistiqués comme Téhéran possède. Par contre, les États-Unis, je ne comprends pas pourquoi ils tapent. Les États-Unis, ils ne sont pas en guerre, ils ne sont pas menacés par l'Iran, ils sont très loin, et pourtant, ils ont tapé avec Israël, je pense, dans un contexte de propager le chaos dans le monde arabe, tout d'abord dans le Golfe, et puis le monde entier. Propager le chaos de la façon suivante.
le détroit d'Ormuz, il est fermé à 90%. Seulement, ce détroit qui est fermé, ce n'est pas l'Iran qui l'a fermé. On n'a pas entendu M. Trump menacer l'Iran d'ouvrir ce détroit ou de prendre les initiatives et les devants pour aller... on a vu à la télévision hier un genre de schéma qui montrait le chaos des grosses navires avec les petits navires, avec les portes... les porte-conteneurs. Absolument, avec les porte-conteneurs et ainsi de suite. Nous savons que actuellement, les compagnies d'assurance ont levé la main et ils ne protègent rien dans tous les bateaux qui se trouvent maintenant ou qui passent par le détroit d'Ormuz. Et ce chaos, M. Trump n'a pas menacé l'Iran pour défaire le passage et le libérer. Il se tait. Il se tait pourquoi? Parce que le plus grand ennemi aux États-Unis, c'est la Chine. La Chine, c'est le plus grand ennemi aux États-Unis sur tous les plans. Mais sur le plan économique, des observateurs avaient annoncé qu'en 2032, le PIB chinois serait supérieur et de loin à celui des États-Unis. Donc ça les rend fous, ça. Que la Chine prenne le dessus de l'économie mondiale internationale. Fermeture du détroit d'Ormuz, la Chine reçoit 90% de son carburant, que ce soit du gaz, que ce soit du pétrole, à travers le détroit d'Ormuz. Les Indes reçoivent 30% de leur carburant à travers le détroit d'Ormuz, et ainsi de suite. Ce qui fait que tant que les États-Unis peuvent retarder les chaînes d'approvisionnement, mettre les bâtons dans les roues, faire patienter, ralentir et faire attendre l'économie chinoise, ça les arrange. De même pour les Indes, pour leur culture. Les Indes, ils produisent énormément d'engrais. Seulement, les engrais que les Indes produisent, il faut du carburant, il faut du gaz. Parce que l'industrie des engrais est une industrie énergivore. Donc ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Eh bien, ça va les arrêter. Ben, tant mieux. Alors, étant donné que vous parlez de carburant, le carburant, on en trouve dans les pays du Golfe. Sauf que les pays du Golfe, aujourd'hui, sont attaqués de plein fouet. On a un sujet, justement, qui parle des bases militaires américaines au Moyen-Orient qui se sont fait attaquer suite aux frappes sur Téhéran, en riposte, donc, de l'Iran. Je propose de voir le commentaire, ensuite on commente cette info. Tout de suite, les détails. Le Bahreïn abrite le quartier général de la 5e flotte de l'US Navy, dont la zone de responsabilité couvre le Golfe, la mer Rouge, la mer d'Arabie et une partie de l'océan Indien. Au Qatar, la base aérienne d'Al-Udaid, située dans le désert à l'extérieur de la capitale Doha, s'étend sur 24 hectares et sert de quartier général avancé pour le Central Command américain, CENTCOM, qui dirige les opérations militaires des États-Unis sur un territoire allant de l'Égypte à l'ouest jusqu'au Kazakhstan à l'est. Il s'agit de la plus grande base américaine du Moyen-Orient, abritant environ 10 000 militaires. Au Koweït, plusieurs installations militaires dont le camp à Arifjen, quartier général avancé de l'US Army Central et la base aérienne à Ali As-Salem, située à environ 40 km de la frontière irakienne, surnommée Darok, environ 200 environnements isolés et accidentés. Le camp Boering, créé lors de la guerre d'Irak en 2003, sert de point de transit pour les unités de l'US Army déployées en Irak et en Syrie, selon le site internet de l'armée américaine.
Aux Émirats Arabes Unis, la base aérienne d'Al-Dhafra, située au sud de la capitale Abu Dhabi et partagée avec l'armée de l'air émienne, constitue un centre névralgique de l'US Air Force ayant soutenu des missions contre Daesh ainsi que des déploiements de reconnaissance dans la région. Le port de Jabal Ali à Dubaï, bien qu'il ne soit pas une base militaire formelle, est le plus grand port d'escalade de l'US Navy au Moyen-Orient, accueillant régulièrement des porte-avions et d'autres navires américains. En Irak, les États-Unis maintiennent une présence sur la base aérienne d'Ain al-Assad dans la province occidentale d'Al-Anbar, où ils soutiennent les forces de sécurité irakiennes et contribuent à la mission de l'OTAN selon la Maison-Blanche. La base a été la cible de frappes de missiles iraniens en 2020, en représailles à l'assassinat du général iranien Qasem Soleimani par les États-Unis. Située dans la région semi-autonome du Kurdistan au nord de l'Irak, la base aérienne d'Erbil sert de centre pour les forces américaines et de la coalition menant des exercices d'entraînement et des manœuvres. Selon un rapport du Congrès, la base soutient les efforts militaires américains en offrant un lieu sécurisé pour l'entraînement, le partage de renseignements et la coordination logistique dans le nord de l'Irak. En Arabie Saoudite, les soldats américains au nombre de 2321 en 2024, selon une lettre de la Maison-Blanche, opèrent en coordination avec le gouvernement saoudien, fournissant des capacités de défense aérienne et antimissiles et soutenant le fonctionnement des appareils militaires américains. Certains sont stationnés à environ 60 km au sud de Riyad, sur la base aérienne de Prince Sultan, qui accueille des systèmes de défense antimissiles Patriot et SAD de l'US Army. En Jordanie, la base aérienne Muwaffaq al-Salti accueille la 332e escadron expéditionnaire de l'US Air Force Center qui mène des missions dans tout le Levant, selon un rapport de 2024 de la Bibliothèque du Congrès. Alors tout de suite avant ce commentaire qu'on vient de diffuser, nous étions en train de parler justement les conséquences économiques. Sauf que les conséquences économiques ont été immédiates, plus particulièrement dans les pays du Golfe, qui sont censés être les alliés quand même des États-Unis et d'Israël, puisqu'il n'y a pas longtemps, les accords d'Abraham ont été signés avec la plupart des pays du Golfe. Donc normalement, les relations ont été, on va dire, normalisées entre les différentes parties. Aujourd'hui, les pays du Golfe se sentent trahis, entre guillemets. C'est-à-dire que ces bases américaines sont dans leur pays, justement, comme garantie de paix. Dubaï, qui était le lieu le plus sûr au monde, aujourd'hui est devenu le lieu le moins sûr au monde. Est-ce que les États-Unis n'avaient pas prévu ce scénario? C'est un scénario de chaos. Parce que maintenant le Qatar qui est un très grand fournisseur de gaz au monde entier et à la Chine, est un fournisseur principal de gaz liquéfié à la Chine. Ils ont fermé la boutique, ils ont dit c'est fini, on ne produit plus rien. Et ça d'un côté, et le gaz russe est arrêté en même temps à cause de la guerre russe-Ukraine, donc vraiment la Chine, l'Europe qui souffre actuellement, c'est une date très maligne pour déclencher cette guerre et pour déclencher cette attaque. Parce qu'ils sont en train maintenant de frictionner à cause du froid chez eux. Et ça, c'est un châtiment par les Américains. Parce que double châtiment, puisqu'il y avait le châtiment russe avant. Et aujourd'hui, ce sont leurs plus grands alliés qui fait le même coup. Absolument, madame. Parce qu'ils n'ont pas voulu s'allier aux États-Unis pour aller frapper l'Iran. L'exemple dont vous avez cité, l'Espagne. L'Espagne qui a reçu un avertissement de M. Trump parce qu'il n'a pas voulu que les Américains utilisent les bases militaires se trouvant en Espagne. Donc, c'est un mélange très drôle. La Chine, pas seulement le carburant, mais la Chine avec sa grande industrie de voitures, le Qatar était pour la Chine un transit de toute sa production
qui venaient transiter au Qatar et puis de là étaient dispatchés en Afrique, au monde arabe, en Afrique de l'Ouest, à tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs voitures maintenant? Ils vont se les stocker. Donc c'est une crise énorme. Le pétrole a pris plus que 6% d'augmentation. $100 le baril. Absolument. Le gaz, 30%. Qu'est-ce que l'Égypte va faire? Le citoyen égyptien, qui est pour rien dans toute cette histoire. Alors, le citoyen égyptien, mais pas que. Malheureusement, le monde vient de sortir de différentes crises. C'est-à-dire que nous avions une crise économique mondiale Oui. qui a été suivie par le virus de coronavirus qui a fermé un peu partout et donc qui a eu des conséquences graves à travers le monde entier. Ensuite, après cette crise, il y a eu une nouvelle crise mondiale. Il y a eu l'arrivée de Trump et les surtaxes sur les produits. Où va le monde économiquement parler? Est-ce que le premier menacé n'est pas celui justement qui a causé ce chaos-là en premier? Oui, il y a plusieurs observateurs qui disent que tout va se retourner contre les Américains. À la fin, ils vont ramasser leur monnaie. Mais regardez, madame, l'Égypte, nous, on produit du gaz, mais pas assez. On en importe. On produit du pétrole, mais pas assez. Et dire que, par exemple, le pétrole vénézuélien va remplacer le pétrole du monde arabe, non. Pourquoi? Parce que c'est un mauvais pétrole. C'est un pétrole très lourd qui a besoin de raffineries spéciales. Donc il n'est pas du tout intéressant. Oui, finalement, les États-Unis ont été dupés sur ce coup. Voilà, il n'est pas du tout intéressant. Donc ça d'un côté. Du point de vue blé, maïs, tous ces denrées, il y a une vraie crise, puisque la Russie, le premier fournisseur de blé, il est bloqué. L'Ukraine, le premier fournisseur de maïs au monde, il est bloqué et le prix des denrées va augmenter. Et tout le monde va souffrir, aussi bien les pays riches que les pays en voie de développement. Et je crois que l'Égypte, tout d'abord, heureux que nous sommes en Égypte. L'Égypte est un pays préservé de ces attaques, parce que tout le monde sait ce que vaut l'Égypte et connaît ses pouvoirs militaires et son influence dans la région. Alors vous étiez en train de parler du détroit d'Ormuz qui justement qui est très impacté par ce qui se passe. On va en parler tout de suite après ce sujet qui dit justement que le blocage du détroit d'Ormuz constitue un gel sans précédent du commerce maritime mondial qui pèse surtout sur les produits pétroliers comme vous étiez en train de l'expliquer, mais menace également beaucoup d'autres secteurs industriels. Je vous propose tout de suite de voir les détails, on se retrouve tout de suite après. Cosmétiques, produits alimentaires, pharmaceutiques, automobiles ou marbres précieux, le blocage du détroit d'Ormuz constitue un gel sans précédent du commerce maritime mondial qui pèse surtout sur les produits pétroliers, mais menace beaucoup d'autres secteurs industriels. Le détroit d'Ormuz permet surtout les exportations de produits pétroliers et gaziers des pays du Golfe. Le détroit est un point de passage clé du commerce de pétrole. Un quart du pétrole mondial et un cinquième du gaz naturel liquéfié y transite. Le détroit est essentiel pour les échanges régionaux puisqu'il permet aux marchandises d'arriver au port de Dubaï, Jabal Ali, 10e port mondial de conteneurs et plaques tournantes de redistribution pour plus d'une dizaine de pays de la région. À Jabal Ali, les porte-conteneurs sont déchargés sur des bateaux plus petits à destination de pays allant de l'Afrique de l'Est à l'Inde. Dans cette artère vitale, la tension augmente. Un général iranien des gardiens de la révolution a menacé lundi de brûler tout navire tentant de franchir le détroit d'Ormuz et de bloquer toute exportation pétrolière du Golfe.
La Chine, de son côté, a réclamé mardi de toutes les parties prenantes qu'elle veille à la sécurité de la navigation maritime dans le détroit. Côté français, le directeur général d'Armateurs de France a estimé à entre 50 et 55 le nombre de navires sous pavillon français ou qui appartiennent à des entreprises françaises bloquées dans le Golfe. Il est à noter que les marchandises qui passent par Hormuz sont des voitures, des marchandises, des produits industriels venant d'Allemagne. Depuis la France, ce sont surtout des céréales et produits agricoles, des cosmétiques, des produits du luxe et pharmaceutiques. L'Italie exporte de l'agroalimentaire, beaucoup de marbre et de céramique, et les Pays-Bas de l'agroalimentaire. Dans le sens de l'exportation, outre les produits pétroliers et gaziers, dont sont dérivés les engrais et les plastiques, le Moyen-Orient compte pour 9% de la production mondiale d'aluminium primaire, dont la quasi-totalité est exportée. Le trafic d'habitude très dense dans cette zone s'est progressivement arrêté. Mardi 3 mars, plus aucun bateau ne traverse le détroit, comme le montre une carte maritime. Des dizaines de navires attendent une reprise du trafic. Depuis le début des frappes sur l'Iran, les plus grands armateurs mondiaux ont donné l'ordre à leurs bateaux de ne plus bouger et de se mettre à l'abri. Alors, je rappelle qu'avec moi, j'ai l'ingénieur Nagui Victor, expert en économie. Merci à vous d'être avec nous ce soir pour parler de cette actualité bouillante, brûlante même. Alors, on est en train de parler du détroit d'Ormuz. Alors justement, il voit passer 20% de la consommation mondiale de pétrole, comme vous étiez en train de le dire. Historiquement, aucune guerre n'a réussi à le fermer totalement. Plus de quelques jours, mais avec les technologies de drone actuelles, une fermeture asymétrique aujourd'hui peut être faite. Vous avez parlé la première victime de cette fermeture, la Chine. La Chine aujourd'hui est une réelle menace pour les États-Unis, mais pas que. Il y a aussi l'Inde. On peut parler de pays émergents et dont les États-Unis craignent réellement leur présence. Il y a le Brésil, il y a la Turquie, il y a l'Égypte, qui possède maintenant une économie émergente. Moi, ce qui me fait gêner le plus, c'est qu'avec la politique américaine, et moi je respecte M. Trump, mais et même je respecte le peuple américain puisque j'y vais chaque année. M. Trump est en train de démolir tout le système qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. L'ONU, même le tribunal pénal, le Conseil de sécurité, je dirais même les banques, la Banque mondiale. Et tout ça, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de régime, il n'y a plus de droit, il n'y a plus de système. On ne sait plus quoi faire. Alors, il prenait une politique de America First. Est-ce que ce qu'il est en train de faire là, c'est dans les intérêts des États-Unis, du citoyen américain, ces guerres, parce que les guerres coûtent cher? Les guerres coûtent cher et puis les gens se mettent sur le dos des Américains. Les gens moralement. Parce qu'avant, c'était le rêve américain. Tout le monde voulait aller aux impôts pour le rêve américain. Avant, on voudrait acheter américain. Avant, on respectait tout ce qui venait des États-Unis. Aujourd'hui, on achète chinois. On achète chinois, voilà. Voilà, absolument, madame. Et c'est ça qui fait peur aux Américains. Je répète, en 2032, normalement, d'après les observateurs, le PIB chinois dépassera le PIB américain, et ça, ils ont horreur. Ils ont horreur, mais depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir pour son deuxième mandat, du coup, il n'a rien fait
qui attire les investissements vers les États-Unis. Au contraire, il met des barrières, il rend les choses plus compliquées, même avec ses plus proches voisins comme le Canada. C'est dans l'intérêt de qui? C'est comme si il donnait sur un plat, il servait dans un plat cette première place économique mondiale aux Chinois. Il a des idées, comment on dit en français, il a des idées expansionnistes. Oui, il a cette... Après, c'est son côté immobilier. C'est un immobilier de base. Il voudrait s'accaparer du Canada, des îles, comment ça s'appelle, les îles... Extensionniste, oui. Comment? Extensionniste, le terme. Extension, voilà, merci. Et il voudrait mettre la main partout. Le Venezuela, le Cuba qui va suivre, et ainsi de suite. Mais on est où? On est au Moyen-Âge? Bah justement, il se comporte comme immobilier. De base, c'est un agent immobilier, Donald Trump. Oui. Donc il a peut-être sa première vocation qui peint sur lui et qui fait que ce qu'il n'a pas, il veut l'obtenir. Voilà. Et à tout prix. Avec la force. Ou avec les menaces. Oui, parce que l'argent ne suffit pas. Le Groenland, par exemple, il ne voulait pas de son argent. Voilà, absolument, absolument. Et je crois qu'il a fait une tournée qui était très intéressante dans le pays du Golfe. Il est rentré avec des milliards d'investissements dont il se frotte la main. Mais, malheureusement, ces pays n'ont pas été protégés par les Américains durant cette guerre. Et ils ont été attaqués et frappés à cause de la présence des bases américaines dans leur pays. Et il faut le dire, Dubaï a été l'idéal de vie pour beaucoup d'influenceurs à travers le monde qui ne payent pas leurs impôts en Europe ni aux États-Unis et donc ils sont allés se réfugier à Dubaï car ils ne payent pas d'impôts. Oui. Aujourd'hui, ils vont perdre toutes ces personnes-là qui vivaient et qui faisaient entrer de la devise étrangère. Oui. Moi, je ne sais pas. Et quand on voit, par exemple, quand il y avait les manifestations pro-palestiniens dans l'université d'Harvard. Non, l'autre, avec oui, Oxford. Non, c'était pas Oxford. C'était... oui, ça m'échappe aussi. Moi aussi, avec un K. Oui, oui, oui. Ils ont renvoyé des étudiants, ils ont pénalisé des professeurs. La présidente de cette université, c'est une égyptienne qui était une étudiante chez docteur j'ai un trou de mémoire, et il les a fait souffrir. Alors je ne comprends pas comment lui, quand il y a un soldat en Iran ou au Pakistan qui tombe, il crée, il lance les droits de l'homme. Ah, les droits de l'homme, comment ça se fait? Et lui, chez lui, il fait souffrir les étudiants. Donc finalement, c'est dans l'intérêt de qui tout ce chaos? Parce que économiquement parlant, on va tous subir les répercussions. Ah, c'est sûr, le monde entier. Le monde entier. Oui. Donc c'est dans l'intérêt de qui? Est-ce que ça a été... l'ego américain et israélien a été beaucoup plus fort que leur observation du futur? Qu'est-ce qui a fait que ça... Parce que l'Iran, on va pas se mentir, est habitué aux restrictions et elle vit ça depuis des décennies. Les Américains, par contre... Donald Trump a reçu une Amérique déjà fragile. Ouais. Aujourd'hui, elle se fragilise de plus en plus. Oui, oui. Donc c'est dans l'intérêt de qui? Moi j'ai été il y a 4 mois aux États-Unis et j'ai vécu presque pendant un mois. Les gens sont mécontents. Les gens trouvent que la vie devient chère. Les gens parlent du prix de l'œuf sur la table. C'est ce que j'allais vous dire. Prix de l'œuf sur la table et le prix du beurre. Et j'ai été étonné d'entendre ça. Et j'étais dans des familles, j'ai de la famille là-bas,
j'ai vécu une semaine dans une famille et j'ai entendu tous les jours, ah, les bananes qui étaient à moins qu'1 $, on les vend à 2,5 $ maintenant, et ainsi de suite. Donc, le feu a atteint la société américaine. C'est de l'université Columbia. Columbia, exactement. Que je vous Alors on va poursuivre notre discussion, mais on va regarder ce dernier commentaire qui concerne l'AIEA. Alors dans un contexte régional marqué par les tensions sécuritaires et les enjeux énergétiques, l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA s'impose comme un acteur central de la stabilité stratégique au Moyen-Orient. Je vous propose tout de suite d'en voir un commentaire. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, supervise les programmes nucléaires civils des États signataires à travers des inspections et des mécanismes de garantie destinés à assurer la transparence. Au Moyen-Orient, cette mission prend une dimension particulièrement sensible. Le dossier nucléaire iranien demeure l'un des principaux défis diplomatiques. L'AIEA publie régulièrement des rapports techniques sur les activités nucléaires d'Iran, jouant ainsi un rôle d'arbitre technique dans un contexte de négociations internationales complexes. Dans une région marquée par les conflits et les rivalités géopolitiques, la question nucléaire dépasse le simple cadre énergétique. L'absence d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient reste un sujet de débat récurrent au sein des forums internationaux. L'AIEA intervient également dans le suivi des installations nucléaires civiles dans plusieurs pays arabes. Au-delà des questions de prolifération, l'AIEA joue un rôle fondamental dans le renforcement des normes de sûreté nucléaire, notamment après les accidents de centrales nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima Daiichi. L'agence soutient également les pays au Moyen-Orient dans des domaines stratégiques tels que la médecine nucléaire, la lutte contre le cancer, la sécurité alimentaire et la gestion des ressources hydriques, autant de secteurs où la technologie nucléaire contribue directement au développement durable. L'Agence internationale de l'énergie atomique ne se limite pas à un rôle technique, elle constitue un instrument diplomatique majeur dans la prévention des crises nucléaires et la promotion de la confiance entre États. Dans une région où la stabilité demeure fragile, l'AIEA apparaît comme un pilier essentiel de la gouvernance mondiale du nucléaire, à la croisée des impératifs de sécurité, de développement et de coopération internationale. Alors on me dit qu'il nous reste quelques minutes pour parler de ce sujet. Quel avenir pour la région? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les frappes ne cessent de part et d'autre. L'Iran ne veut pas reculer, ne veut pas faire un pas en arrière. De toute façon, elle n'a plus rien à perdre. Aujourd'hui, elle a tout perdu comme figure emblématique. Les États-Unis ne vont pas sortir perdants, on va dire. Ils veulent sortir avec une belle image d'eux néanmoins. Quel avenir pour la région? Oui, mais il ne faut pas que cette guerre dure de trop, sinon la crédibilité des États-Unis sera en jeu. Il faut que les États-Unis finissent cette guerre le plus rapidement possible. Israël, c'est notre point. Parce que Israël voudrait continuer à lutter puisqu'il profite pour taper sur le Liban, sous prétexte de Hezbollah. La Cisjordanie. La Jordanie, la Syrie. Et même ils prennent du terrain. Bah oui, en Cisjordanie, ils prennent du terrain en Cisjordanie. Voilà. Donc ça c'est autre chose, c'est un autre rayon. Par contre, les États-Unis, je ne comprends pas. Est-ce qu'ils vont réussir à anéantir l'Iran de la carte, comme l'a dit monsieur Trump? Je ne sais pas. De toute façon, les jours à venir seront très critiques et très dangereux. Il pourrait y avoir une intervention chinoise? Non, non. Ni les Chinois, ni les Russes vont intervenir. Indirectement. Non, la Russie, de toutes les manières, on l'a compris, elle n'interviendra pas parce que les États-Unis n'ont pas intervenu dans le dossier ukrainien. La Chine, est-ce que indirectement pourrait intervenir, par exemple, en fournissant des moyens à l'Iran pour tenir? L'Iran est complètement encerclé.
l'Iran ne peut ni sortir, ni... D'ailleurs, on vient d'annoncer à la télévision ce soir que les États-Unis ont complètement noyé tous les bateaux et toute l'armée maritime. Et ça continue. Moi, je ne sais pas, si ça continue comme ça, dans une semaine, il n'y aura plus d'Iran sur la carte. Est-ce que le scénario irakien, non, d'abord le scénario afghan, puis irakien, puis ensuite libyen et syrien est en train de se reproduire en Iran? Plus fort. Parce qu'ils ont joué le même jeu en Irak. Monsieur Colin Powell qui a dit ils ont la bombe, vous voyez, j'ai filmé les camions, les portes. Et c'est avéré que tout ça c'était des mensonges. Pareil pour l'Irak. Bien que moi je pense que dans leur tête, dans leur dogme, c'est de posséder la bombe, les Iraniens. Parce que c'est quand même un grand pays, une grande civilisation, les Perses. Et je pense que les chiites sont très forts, sont très fanatiques. Et je pense qu'effectivement, je crois, quand ils disent qu'ils veulent obtenir la bombe, oui, je pense que si. Mais je ne sais pas maintenant, cette guerre ira où et qu'est-ce qui restera de l'Iran? Qu'est-ce qui restera? Puisque les chefs, on a coupé leur tête, plus qu'une quarantaine d'élites, il n'y a plus d'appareils pour défendre, d'appareils terrestres pour défendre et attaquer les missiles. Il n'y a plus de bateaux. Ils ont même attaqué des palais et des... Oui, des sites antiques. Voilà. Voilà, l'archéologie. Voilà. C'est comme, encore une fois, en Afghanistan, au Yémen même, voilà. qui est un pays qui avait une richesse archéologique quand même sans précédent, a été détruit. Pourquoi justement en guerre on a cette hantise de vouloir détruire l'histoire? Est-ce que justement c'est parce que eux-mêmes n'ont pas d'histoire? Eh bien, pour raser une population, on rase tout, même leur histoire, c'est fini. C'est ce que fait Israël avec les Palestiniens. Ils veulent qu'il n'y ait plus qu'on ne parle plus de Palestiniens. Ça n'existe pas, cette nationalité n'existe pas. Donc les Américains ils font la même chose maintenant avec l'Iran. Moi je suis triste. Je suis triste pourquoi? Parce que nous, qui n'avons rien à faire dans cette affaire, on va subir dans les semaines et les mois prochains la hausse de pétrole, la hausse de l'essence, la hausse du gaz. Et bon, on a des cultures assez importantes maintenant sur le plan blé. On a des réserves. Oui. Et je suis triste parce que le monde s'entrebouffe d'une façon drôle. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Alors j'espère que les États-Unis vont être raisonnés, mais on n'a plus confiance. Ils étaient en train de faire des négociations. Et ils ont réussi à avoir une percée dans ces négociations, et hop, le lendemain, on attaque. On va retenir en guise de conclusion cette prière que vous avez faite à l'attention des États-Unis, un retour au calme. Ingénieur Nagui Victor, vous êtes expert en économie, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler justement des conséquences économiques suite à ces frappes américo-israéliennes sur l'Iran. Merci à vous, très bonne soirée à vous. Merci madame. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Très bonne suite je cède l'antenne à mes collègues anglophones pour le reste de vos transmissions en langue anglaise. À très bientôt.